Je pense que c'est un impératif parce que ce qui, surtout en cette période de crise, où vraiment les gens ont du mal donc à joindre les deux bouts. D'ailleurs, depuis un certain temps, nous avons remarqué là-bas la hausse donc des prix du carburant et ce qui s'est répercuté sur tous les produits dérivés. Ce qui veut dire que la vie coûte excessivement cher. Si en plus de cela, maintenant, on cherche en tout cas à bloquer, à étouffer encore l'économie, ça va rendre donc la vie beaucoup plus difficile. Alors, peut-être ça va rendre la vie beaucoup plus difficile. On a vu que c'était un ouf de soulagement pour les Sénégalais établis ici au Sénégal quand il y a eu ce coup d'État. Comment est-ce que vous avez analysé les choses? Moi, je peux dire simplement c'est un coup de paix, ce n'est pas un coup d'État. Parce que franchement, le régime de ces dictateurs n'a fait que trop durer. Oui. Il nous a tellement fatigués. Moi, je suis au Sénégal depuis début 2020 pour des raisons de sécurité. Et pourtant, je dirige une organisation qui regorge les 95% des opérateurs économiques guinéens. Donc, quand vous remarquez tout ça, vous allez comprendre que c'est un ouf de soulagement pour nous. Parce que vraiment, comme les autorités militaires ont pu mettre fin quand même à ces dictatures-là, pour nous, c'est un coup de paix. Alors, un ouf de soulagement, est-ce que vous pensez que ça va relancer l'activité économique de la Guinée? Oui, effectivement, parce que moi-même, je viens de lancer... Lorsque les militaires ont pris le pouvoir le matin, ils ont annoncé avant 14 heures. J'étais le premier à les soutenir, je pense, parmi les officiels, parce que je suis l'un des leaders d'opinion en République de Guinée. J'ai lancé des messages pour dire à l'ensemble des citoyens de soutenir les militaires, colonel Doumbouya et son équipe. Et j'ai demandé en même temps aux opérateurs économiques, justement, de faire tout. D'abord, de diminuer les prix des denrées de première nécessité malgré les difficultés, malgré l'augmentation des carburants, pour vraiment soulager la population. Et puis, se donner la main avec l'armée pour vraiment essayer de relancer l'économie. Ça, c'est notre rôle. Ce que nous avons demandé à l'armée, justement, c'est la sécurité. C'est la sécurité des biens et des personnes. Le reste, c'est notre rôle pour faire ce travail. D'accord. Alors, on a vu quand même que quand on parlait de la Guinée, justement, peut-être ça a fait déborder le vase. On parlait de l'inflation de plus de 20% et puis réduction des salaires à hauteur de 5%. Ça aussi, c'était une situation chaotique. Oui, moi je pense que ça fait partie peut-être ce qui a déclenché un peu les choses, parce qu'en réalité déjà avec l'inflation, ça réduit le pouvoir d'achat des consommateurs. Si en plus de cela, vous continuez encore à baisser leur niveau, donc leur revenu, donc c'est une double perte de pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout quand même facile à supporter. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous voulez attirer les investisseurs, il faudrait toujours primer sur ce qu'on appelle la sécurité et la paix. Parce que sans la sécurité, vous ne pouvez en aucun cas attirer donc les investisseurs, qu'il s'agisse des investisseurs étrangers ou encore les investisseurs nationaux. Ça fait partie d'ailleurs des facteurs, en tout cas, qui influencent l'investissement, ce qu'on appelle le climat des affaires. Et dans ce climat des affaires, à l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle la paix sociale. C'est extrêmement important. Alors, est-ce que ça favorise déjà le coup d'État? Est-ce que ça favorise le climat des affaires? Quand on parle de coup d'État, on parle aussi de recul démocratique et ça va peut-être faire peur aux investisseurs. Vous ne pensez pas? Tout à fait. C'est pourquoi d'ailleurs les militaires, en tout cas, doivent tenir un langage pour rassurer. Voilà, rappeler un peu aux gens, en tout cas, ou à la communauté internationale, la durée de la transition, comme quand est-ce qu'ils comptent quand même remettre le pouvoir aux civils. C'est pour rassurer les partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, le pouvoir, pour accéder en tout cas à la magistrature suprême, il faudrait passer par le suffrage universel. Maintenant, en Afrique, ce qu'on constate souvent, les gens laissent faire jusqu'à ce que les choses débordent pour enfin réagir. Parce qu'on sait que la manière dont les élections ont été organisées au mois de mars dernier, tout le monde sait que
M. Condé vraiment faisait les choses de manière unilatérale. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont été exclus de cette élection, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas voter, mais parce qu'on les a obligés à ne pas voter. Voilà, je prends l'exemple de la communauté guinéenne qui est au Sénégal, ou voilà, au Ghana ou ailleurs encore. Voilà, encore une fois, en tout cas pour rassurer donc, les investisseurs, la junte militaire en tout cas devrait tenir un langage surtout pour rappeler d'abord quand est-ce en fait, définir un planning, un chronogramme. Oui. Voilà. D'abord, essayer de capter des personnalités neutres pour la gestion des affaires, déclencher rapidement le processus électoral, voilà, et remettre le pouvoir aux civils, parce que la place des militaires, c'est vraiment dans les casernes et non au pouvoir. Alors, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour relancer l'économie guinéenne? Monsieur vient de relater un peu autour de ça. Le point essentiel pour relancer l'économie, d'abord, il faut rassurer les opérateurs économiques nationaux d'abord. Parce que quand on parle des échanges commerciaux, quand on parle des investisseurs, ce qui trompe beaucoup de gouvernements, de responsables, les gens pensent que quand un investisseur, un propriétaire d'usine vient dans un pays, il a besoin de rencontrer un ministre ou un chef d'État ou un directeur. Ce n'est pas le cas. Ils ont juste besoin de rencontrer un autre opérateur économique qui fait leur affaire sur le terrain. Ils ont plutôt besoin de rencontrer les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants. Quand il y a une entreprise quelque part et tu as besoin de ces distributeurs-là, c'est toute une chaîne. Donc ce que nous avons besoin essentiellement, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Tout nous manque en Guinée actuellement. Nous manquons de sécurité, nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité. Vous comprenez? Mais la sécurité en première position. Parce que depuis l'arrivée de Alpha, il a fait à peu près 1800 et quelques voyages ou 2000 et quelques voyages pour rien. Et il a fait autant de promesses, près de 2000 promesses. Rien n'a été réalisé. Franchement, moi je suis pas politicien, mais je suis très Alpha Condé avait suscité quand même pendant un moment l'espoir du peuple guinéen. Bon, ceux qui peut-être analysent les choses autrement. Moi personnellement, je n'ai jamais eu confiance à M. Alpha Condé, jamais. Parce que je savais on allait venir là. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, son premier emploi c'est chef de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire? Même une famille, il n'a pas géré. Son premier emploi, c'est être président de la République. Quand on donne un pays à des personnes comme ça, c'est le résultat là. On ne s'attend pas à autre chose. Vous comprenez? Il faut avoir, c'est pourquoi moi j'ai applaudi. C'est-à-dire les problèmes de division ethnique qu'il a sémé en Guinée, lui, les Soussous, lui, très Pélo, très Malinké, tout ça là, ça amène à freiner tout. Et tu ne peux pas avoir de marché si tu n'es pas de son parti. C'est des marchés de gré à gré. Nous, quand on voit nos dossiers, par exemple, moi qui dirige des grands opérateurs économiques, si on voit le non seulement, le dossier, on le classe quelque part. Dès que tu rentres, le ministre se lève, Monsieur Chérif, vous êtes le bienvenu, petit pata. Dès que tu sors, il met le dossier à côté parce qu'Alpha les a ordonné de faire comme ça. C'est la ségrégation là que nous vivons depuis l'arrivée d'Alpha. Nous avons applaudi parce que nous savons, les militaires qui ont pris le pouvoir, ce sont des militaires, ce sont des citoyens guinéens comme nous. Et qui connaissent la réalité de la Guinée comme nous, et qui souffrent en Guinée comme nous, qui ont leur famille, leur père et leur mère en Guinée comme nous. Donc nous avons l'espoir parce que ceci-là, on peut parler. Ils ne sont pas hauts, ils ne sont pas arrogants. Monsieur Alpha, si tu as un peu de dignité, tu ne peux pas être avec lui, tu ne peux pas être à côté de lui. Il est tellement arrogant, il ne connaît même pas comment gérer une famille, à plus forte raison quelqu'un d'autre. Donc ce qui fait que vraiment la Guinée était très très mal barrée. Dieu merci, il est parti. Donc le climat des affaires sous l'ère Condé était insoutenable si on vous comprend bien. Le climat des affaires, lui, d'abord, je vais vous dire, je suis très bien placé en République de Guinée pour vous le dire. Oui. Tous ceux qui ont été victimes de destruction de leurs biens ont été recensés par mon organisation et tous les rapports, c'est moi-même qui les ai signés et je les ai remis à toutes les institutions nationales comme internationales. Et tous les ambassades ont reçu ça, donc les États ont reçu ça. Ils savent exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons en main un dossier de 1600 et quelques opérateurs économiques déjà arrêtés. Et depuis lors, nous avons près de 2000 opérateurs économiques victimes, soit incendie de marché, destruction de biens, devant des hommes en tenue. Tenez-vous bien, 300 milliards de pertes, 0 arrestation. Oh. C'est sous le régime d'Alpha Condé seulement qu'on peut voir ça.
C'est pourquoi, lorsqu'il a augmenté le carburant, le décret est passé, j'ai passé un message, il a augmenté 20%. J'ai demandé à tous les opérateurs économiques du pays d'augmenter 20% tout de suite. Il ne faut pas attendre le matin. Le matin, le peuple n'a qu'à venir trouver qu'Alpha Condé a augmenté le carburant 20%, vous aussi, vous avez augmenté tous les prix 20%. Donc, puisqu'on en avait marre de lui jusque-là, et les prix aussi ont grimpé, la population, tout le monde était étouffé, voilà le résultat. Alors, dans ce genre de cas... C'est pourquoi les gens sont sortis pour applaudir, parce que lorsque les militaires ont pris le pouvoir, j'ai demandé aux opérateurs économiques de faire des efforts justement pour être avec l'armée, travaillons avec l'armée, nous sommes tous des citoyens guinéens, baisser les prix. Alors, dans ce cas, c'est toujours le peuple guinéen, le peuple en général, qui en pâtit. Oui, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous accédez quand même aux affaires, vous devez passer tout votre temps à réfléchir sur comment résoudre les problèmes, comment trouver des solutions. Il y a cet espoir-là qui fait que les gens optent pour un candidat. Voilà. Maintenant, si vous êtes aux affaires et que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, ça veut dire que vous avez échoué. C'est vrai que dans nos pays en développement, il y a tellement de problèmes que ce n'est pas du tout facile. Mais avec les moyens disponibles, il faut les mettre concentrés dans les secteurs prioritaires. Parce que vous ne pouvez pas parler de développement en négligeant quand même vraiment donc, les opérateurs économiques. Parce que si vous parlez d'intégration d'abord régionale, il faut d'abord assurer au niveau interne avant de penser au niveau régional, c'est-à-dire au niveau donc, de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas affaiblir vos opérateurs économiques et espérer un décollage économique. C'est impossible. Dans nos pays, souvent, on a plus de PME et de TPE, qu'on appelle les petites entreprises, les toutes petites entreprises, qui ont souvent des moyens limités, difficile accès au financement, manque de formation, souvent de leurs dirigeants, etc. Donc, il faut trouver des moyens pour les appuyer. Voilà, parce que c'est en tout cas la meilleure manière d'appui, donc de lutter contre la pauvreté, mais aussi de soutenir la croissance économique. Maintenant, si toutefois vous passez tout votre temps à les combattre parce que peut-être vous n'êtes pas de la même obédience politique, cela veut dire que vous n'êtes pas du tout un militant du développement. Alors, et ce qui est paradoxal, on le sait, la Guinée présente quand même de nombreux atouts naturels. Parlant de bauxite, on l'a là, première réserve mondiale avec 25% de stock, deuxième producteur mondial après l'Australie, entre autres. Ceci pouvait tout simplement développer le pays. En tout cas, à défaut d'être développé, au moins être sur les rails, ça c'est clair. Maintenant, le fait de disposer des ressources et de les utiliser, c'est différent. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, orienter les ressources disponibles au niveau des secteurs prioritaires. L'investissement productif. Voilà, moi j'ai vu que par exemple, M. Condé est quelqu'un qui aime beaucoup construire les hôtels. Hein. Peut-être il nous dira combien d'hôtels il a construit. Il a investi beaucoup de milliards à ce niveau-là. Mais je pense que l'idéal aurait été peut-être de les orienter vers la construction d'usines. Là, vous allez créer de la richesse beaucoup plus. Vous allez faire travailler beaucoup plus de jeunes. S'impliquer sur l'industrialisation. C'est très important. Puisque avec la forte pluviométrie enregistrée par la Guinée, donc l'agriculture marche bien, tout ce qui est produit sur place pourrait être transformé avant d'être exporté. Ça veut dire que pour moi, il n'a pas su vraiment choisir le bon chemin à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut peut-être, c'est beaucoup de volonté politique, beaucoup de volonté pour justement relancer l'économie. C'est ça que vous attendez aujourd'hui des dirigeants? Oui, effectivement, il faut créer un environnement propice. Il faut cesser carrément à ségréguer les gens, laisser les gens travailler librement. C'est lui qui est capable de faire quelque chose qu'il le prouve. Moi qui est devant vous, j'ai fait créer des milliers et des milliers d'entreprises en République de Guinée. J'ai un contrat signé avec APIP Guinée qui est l'équivalent de APIC Sénégal. Vous comprenez? Oui. L'objectif était vraiment de créer ces entreprises-là, créer des unités de fabrique pour pouvoir vraiment essayer de créer de l'emploi dans le pays. Mais lorsque nous avons commencé, partout où tu pousses, c'est des problèmes. Partout où tu pousses, c'est des problèmes. Au lieu de voir un citoyen guinéen tout court, on voit peut-être
tous ceux qui sont, la plupart des opérateurs économiques en Guinée et dans la sous-région, c'est des opérateurs économiques PEL, il ne faut pas hésiter de le dire. Donc, ceux qui détiennent la chaîne de distribution en Guinée, ceux qui font le commerce en Guinée, les 90%, ce sont des opérateurs économiques PEL. Et Alpha est en train de ségréger ces opérateurs économiques PEL-là, c'est pourquoi ce qui a fait ces attaques et tout ça. Donc, moi, en tant que président de cette organisation, je suis devant. Lorsqu'ils ont commencé à attaquer les commerçants, ils ont commencé à saccager leurs biens, les problèmes entre moi et Alpha a commencé là, depuis 2013. Donc, ce n'est pas un problème personnel entre moi et lui. Donc, je ne peux pas croiser les bras et voir les membres de mon organisation victimes de tel ou tel. Ce qui a amené tous ces problèmes. Et finalement, au lieu de rester dans le cadre de développement, de travail, de bon environnement des affaires et tout ce que vous connaissez, parce que par le passé, on travaillait sérieusement sur beaucoup de dossiers avec les représentants de la Banque mondiale, les systèmes des Nations Unies. J'ai organisé beaucoup de conférences avec des ministères. Moi-même, j'ai invité le directeur général de la douane. J'ai fait des formations avec les membres de mon organisation pour des douaniers où nous avons donné des attestations à plusieurs reprises. Et j'ai invité la direction nationale des impôts, le directeur. Nous avons fait presque le tour de la Guinée. Et c'est nous-mêmes qui avons payé l'argent, les frais. Ce n'est pas l'État qui a payé. Nous avons fait tout ça. C'était pour vraiment le patriotisme, pour faire vraiment les vraies activités sur le terrain, créer un bon environnement et montrer aux opérateurs économiques c'est nécessaire de payer les taxes. Les gens des impôts ne sont pas méchants. Ils sont là pour récolter de l'argent, pour faire rentrer dans les caisses de l'État. Et ils ont le directeur devant eux, ils ne sont pas fâchés, ils posent des questions au directeur, le directeur explique. J'ai créé tous ces environnements-là, mais Alpha était vraiment impossible. C'est pourquoi moi, je suis vraiment soulagé par ces coups d'épée. On a l'impression qu'il n'y avait pas aussi de planification par rapport à l'élargissement de l'assiette fiscale en Guinée. En fait, on peut toujours adresser des reproches donc, au président Condé, mais je pense que ce que vous dites, on peut trouver presque la même chose dans beaucoup de pays, donc en Afrique. Parce que souvent, ceux qui sont au pouvoir, si vous ne militez pas en leur faveur, on voudrait que vous soyez neutre. Sinon, vous constituez même une menace. Parce qu'ils pensent qu'à défaut de les aider, vous êtes en train d'aider leur adversaire. Voilà. Ce qui ne devait pas être le cas. Je répète encore, en tant qu'opérateur économique, il faudrait les accompagner pour le développement. Parce que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et ceux qui sont sur le terrain et qui créent des emplois, l'État a l'obligation de les accompagner et surtout d'assurer leur sécurité. Ils doivent travailler en toute tranquillité. C'est très important. On va théoriser la notion d'ouverture des marchés vers l'international, ou encore améliorer un peu la balance commerciale en exportant, et ainsi de suite. Mais tout cela, qui le fait? Ce n'est pas l'État. Ce sont toujours les opérateurs économiques. C'est pourquoi un État a toujours besoin de collaborer avec ces gens-là. On n'a pas du tout vraiment intérêt à mettre en avant l'aspect purement politique. Non, du tout. Mais plutôt l'aspect purement citoyen, pour ne pas dire donc patriotique. Alors, est-ce que ce n'était pas ça le problème? Parce qu'il a dit qu'il y avait quand même beaucoup de ségrégation par rapport aux opérateurs économiques. Oui, je suivais régulièrement les débats à ce niveau-là. Moi-même, j'ai été de temps en temps vraiment très étonné de voir que pour quelqu'un qui avait une tradition d'opposant, qui s'est toujours battu pour défendre certaines causes, beaucoup de ces choses-là qu'il défendait ou qu'il combattait en tant qu'opposant, une fois au pouvoir, il les a remis en cause. Voilà, ce qui n'est pas du tout bon. Et au moment où en Afrique on théorise l'intégration africaine, certains, à l'image même du président sortant, étaient encore en train de diviser ou de mettre en avant des considérations purement ethnicistes. Et je pense que ça, l'Afrique devrait le dépasser. Voilà. Alors, vous avez voulu rebondir sur les propos de M. Vous savez, ce qui trompe beaucoup de responsables, y compris Alpha Condé et son équipe qui étaient là, ils n'ont pas compris quand moi-même j'étais dans certains pays à Moyen-Orient. Lui-même, il est allé une fois, là, je me souviens, en Turquie. Les gens ont posé beaucoup de questions où est Chérif Abdallah, le président d'Igoa, parce que je suis connu. Tout le monde sait comment nous travaillons sur le terrain. Quand vous rentrez sur le net, vous pouvez voir. Et ça, mon organisation a 18 ans. Le mois-là, le 18 de ce mois-là, le Goa aura 18 ans. Ça, ce n'est pas des jours. 18 ans, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler. Donc, les gens posent des questions de gauche à droite. Chérif, Chérif, Chérif. Un jour, il dit que Chérif m'a appelé. Lequel Chérif? Pour me demander d'aller prier à la mosquée bleue. Je jure sur le Coran, je ne l'ai jamais appelé. Il dit Chérif Abdallah. Et j'ai suivi ça à la télévision nationale. C'est un peu pour montrer aux investisseurs, les opérateurs économiques qui étaient là, que nous sommes en contact. Ce n'est pas sérieux. Vous comprenez? Depuis qu'il est arrivé, il voyage
Là où un chef de service doit aller, c'est lui qui part. Là où un directeur doit aller, c'est lui qui part. Là où un ministre doit aller, c'est lui qui part. Là où un chef d'État doit aller, c'est lui qui part. Je vous dis que près de 2000 voyages. Près de 2000 voyages. D'abord, la fonction de chef de l'État, nous, on a eu des difficultés parce que normalement, le chef d'État, c'est une couverture pour un opérateur économique. Quand il vient avec des investisseurs dans un pays, vous faites tout. Par exemple, je viens au Sénégal avec des investisseurs. Nous regardons tout, nous travaillons sur le terrain et tout et tout. Je cherche un rendez-vous avec le président de la République pour montrer à l'autre que j'ai l'accès au moins au président, même si c'est pour lui dire bonjour. Il va dire 2 ou 3 mots pour nous rassurer, pour rassurer mon partenaire. Oui. Pour dire que vraiment c'est votre pays, venez, vous allez travailler. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais ce n'est pas venir se mêler dans tout. Tu es commerçant, tu es industriel, tu es agriculteur, tu es minier, tu es tout. Il dit que tout c'est pour lui, alors que nous ne les appartenons pas. Ce qu'il n'a pas compris, quand vous voulez faire quelque chose, il contacte les gens, ils vont nous envoyer des mails. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Alors, vous connaissez la réponse ou si vous n'êtes pas d'accord? Quand Cherif Abdallah parle de ça, on a l'impression que ça se passe un peu partout en Afrique par rapport justement au secteur privé national. Par exemple, ici au Sénégal, on parle de ce défaut quand le président de la République peut-être voyage. Ce n'est pas le même cas qu'Alpha Condé, mais quand il voyage, on le reproche très souvent de ne pas être accompagné du secteur privé. Ça se passe un peu partout. Voilà. C'est un constat qui ne date pas quand même d'aujourd'hui. Les gens, en ce moment, ont théorisé ce qu'on appelle vraiment donc, la diplomatie économique. Autrement dit, un chef d'État qui se déplace, comme tous les frais sont pris en charge par le contribuable, il va falloir quand même essayer, autant que possible, de faire profiter le contribuable. Comment? En se déplaçant avec les chefs d'entreprise, le patronat, ça pourrait donc créer des contacts et du tout, donc on attend un retour sur investissement. Les contacts-là vont se poursuivre, etc. Et les gens pourraient venir donc pour investir. Investir, certes, c'est pour gagner quelque chose, mais ça va quand même impacter donc, la croissance, mais ça va aussi impacter donc, la création d'emplois. Autrement dit, un chef d'État, en tout cas, les Occidentaux sont là pour montrer toujours l'exemple. À chaque fois que vous les voyez se déplacer, voilà, les gens se déplacent avec un bataillon donc, de chefs d'entreprise. Même au Maroc, ça se passe comme ça. Ce qui les intéresse, c'est comment faire pour trouver le maximum de marché possible à leurs opérateurs économiques. Parce que tant que les opérateurs économiques trouvent donc, du marché, donc ont des choses à exécuter, les jeunes, les demandeurs d'emploi, vont trouver donc, aussi donc, des opportunités. Ce qui va quand même rassurer un peu les pouvoirs publics, etc. Mais si tel n'est pas le cas, on sent que c'est quelque chose encore qui va continuer à laisser les populations dans le statu quo. Et ça pourrait toujours constituer ce qu'on appelle donc, voilà, une situation explosive. C'est là-bas qu'Alpha a totalement échoué. Oui. Parce qu'il pense, en laissant les opérateurs économiques derrière, il a voulu créer de nouveaux opérateurs économiques. Alors on ne peut pas acheter la confiance. On ne peut pas. Il y a des hommes sur le terrain qui exercent sur le terrain et qui connaissent le terrain. Vous ne pouvez pas leur retirer quelque chose de là. Ils maîtrisent le terrain, ils sont là. Donc, lui, il choisit des personnes qui aiment faire le militantisme. Alors, il va avec. Il n'y a pas de solution. Parce que les opérateurs économiques, les investisseurs, ceux qui sont des propriétaires d'usines et consorts, venez faire ça, ils n'ont pas la chaîne de distribution, ils ne maîtrisent rien. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je vais faire venir n'importe quel investisseur au Sénégal, c'est possible. Tout le monde sait, tout le monde m'a vu sur le tournée que j'ai fait à l'intérieur. Je maîtrise complètement ce qui détient la chaîne de distribution. Et au Sénégal, et en Gambie, en Guinée-Bissau, et en République de Guinée, et partout en Afrique de l'Ouest. Et la plupart, tout le monde sait, c'est des ressortissants guinéens. Donc, c'est très facile pour nous de faire venir n'importe quel investisseur pour dire, bon, viens mettre l'usine là. Parce que l'investisseur, il ne va pas mettre l'usine quelque part tant qu'il n'est pas rassuré qu'il aura des distributeurs, des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants qui ce qu'ils produisent peut marcher. Ce n'est pas voir un président qui va les intéresser ou un ministre. En ce moment-là, c'est lui qui est capable de faire quelque chose sur le terrain pour eux, c'est lui-là qui les intéresse. C'est ce qui trompe beaucoup de responsables. En pensant seulement, il faut prendre tel monsieur parce qu'il parle bien, il s'habille bien, il a de bons parfums, aller avec lui. C'est pas ça.
Très bien. Alors, peut-être revenir un peu sur la situation, l'impact que tout cela aura par rapport aux Guinéens établis au Sénégal et bien sûr l'impact que ça aura sur l'économie guinéenne. On sait que depuis, en tout cas, le mois de mars, les gens ne peuvent plus effectuer les déplacements. Depuis septembre. Ça fera un an, c'est le mois là. Oui. C'est depuis septembre. Tout à fait, parce que même les Guinéens ne pouvaient pas partir voter. Hein. Donc, mais surtout lorsqu'il avait décidé la fermeture totale, ça, pour les échanges commerciaux. Mais ça, c'est juste après les élections du 22 mars, je pense qu'il avait pris cette décision. Non, c'est le mois de septembre. C'est le mois là qui ça. Alors depuis septembre, justement, il y a eu carrément cassure, peut-être ça a ralenti par rapport justement aux activités. Donc la situation est plus grave que je ne le croyais. Donc parce que moi je me disais que c'est 5 mois, 6 mois, etc. Non, c'est donc ça fait un an. Ça veut dire que vous imaginez. C'est moi-même qui allais à 2 reprises au niveau de la frontière. Vous imaginez tous ceux qui vivaient de ces activités-là. Donc ils voient quand même leurs revenus diminuer, parfois même disparaître totalement, ce qui est possible, parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui est donc de l'autre côté ce matin même, qui me disait qu'il y a énormément de camions qui sont toujours stationnés parce qu'ils ne peuvent pas bouger pour venir donc au Sénégal. Donc ça veut dire que ce sont des pertes de recettes, des pertes de revenus, des pertes d'emplois, parce que si les gens ne travaillent pas, si l'activité ne marche pas, vous ne pouvez pas donc créer des emplois, parce que c'est le fait vraiment donc de relancer l'économie, c'est le fait d'augmenter le volume de production, ce qui entraîne les besoins encore en main-d'œuvre supplémentaire. Cela signifie que ces Guinéens ont été impactés négativement et au-delà même les Sénégalais, parce que autant les Guinéens d'ici comme de l'autre côté travaillent, mais aussi il y a des Sénégalais qui ont leurs activités de l'autre côté. C'est vice-versa. Voilà, c'est des dégâts collatéraux. Voilà, raison pour laquelle, en tout cas, on souhaiterait très rapidement la réouverture des frontières et une reprise donc des activités. Maintenant, il ne suffit pas seulement peut-être de rouvrir, mais tous ceux qui ont été impactés par certaines mesures vraiment impopulaires. Moi, je pense que peut-être les nouvelles autorités aussi vont réfléchir un peu pour voir comment les accompagner quand même à pouvoir reprendre rapidement leurs activités. Oui, vous savez, ça, c'est la grande question aussi, le sort des impactés. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé quand même d'une perte de plus de 3 000 milliards. Vous avez 30 milliards, 300 milliards de francs guinéens. 300 milliards de francs guinéens. 300 milliards. Oui, voilà. Donc, quel sera le sort de ces impactés déjà? Bon. Là, Qu'est-ce que vous espérez? Parce qu'on ne peut pas savoir. On peut toujours espérer, peut-être, vous savez, avec peut-être l'arrivée de la démocratie bientôt, tout chef d'État qui va arriver, il va mettre une politique en place parce qu'ils ont besoin de nous de toute façon. Même si c'est à cause des élections, alors. Vous comprenez? Parce que nous sommes des grands électeurs. Vous comprenez? Tout chef d'État conscient, s'il vient, il ne va pas se mettre à bagarrer avec nous. Ce n'est pas dans son intérêt, sur tous les plans. Vous comprenez? Parce que les opérateurs économiques ont des familles. Nous sommes nombreux. C'est des gens qui votent. Si tu touches un là-bas, tout le monde va être fâché contre toi, donc ils vont se braquer contre toi. C'est ce qui est arrivé à Alpha. Il a fait fermer les frontières entre la Guinée, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Tout ce qui avait des marchandises, là, les marchandises ont été gâtés. Ce qui venait de la Guinée avec des légumes, tout ça là a été versé de l'huile rouge, tout ça là, ça a été complètement gâté. Moi-même, je suis allé avec des huissiers et des journalistes sénégalais. Nous avons fait le constat au niveau des frontières avec les médias. Nous avons fait des déclarations. J'ai écrit à tous les chefs d'État de la CEDEAO pour faire des efforts, justement mettre pression sur Alpha pour que la frontière s'ouvre. Parce que la libre circulation... Vous avez eu des réactions par rapport aux chefs d'État? Bon, certains chefs d'État ont bougé, mais ils n'ont pas dit ça directement. Ils ont quand même fait quelques démarches, mais ça n'a pas été sérieux. Ils n'ont pas pris ça au sérieux, sinon on devait sanctionner Alpha. Si Alpha fait fermer les frontières de manière unilatérale, pourquoi les pays voisins alors ne ferment pas les frontières maritimes, aériennes aussi, pour répliquer? Il allait ouvrir. C'est ça le malheur aussi dans nos pays. Hein. C'est-à-dire que souvent on a des organisations, parce que lorsque vous avez une organisation régionale, il y a des textes, des lois. En principe, les lois sont ce qu'on appelle souvent, ce sont des lois supranationales, donc ça vient de la CEDEAO. Si ça arrive, ça doit quand même primer sur les lois nationales. Et lorsque c'est voté, tous les pays sont censés se conformer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une décision unilatérale. Même s'il le faisait, il suffit simplement que la CEDEAO condamne ou dénonce ou demande d'ouvrir rapidement, il doit exécuter. Ça doit être automatique.
Mais on Voilà. a longtemps vu quand même la réaction de la CEDEAO qui n'a pas été suivie. Ils n'ont pas fait. Moi, je suis allé même jusqu'à poser des questions. Partout c'est comme ça. Et les gens ont les mêmes habitudes, que ce soit en Guinée ou au Sénégal ou ailleurs. Hein. Oui, vous vous souvenez un peu de l'affaire Khalifa Sall ou encore Karim Wade. À chaque fois que les gens interjettent appel au niveau de la CEDEAO, si ça arrangeait le pouvoir, les gens du pouvoir applaudissaient, etc. Si on les déboutait, ils commençaient à faire des sorties pour décrédibiliser un peu. Moi, ça, par exemple, je ne l'ai jamais vu. Tout le temps que j'ai été en France, je ne l'ai jamais vu. Moi, parce que vous ne pouvez pas créer une institution, sortir des moyens pour nourrir l'institution, pour la faire fonctionner, et ensuite le décrédibiliser. Ça n'a aucun sens. C'est paradoxal. J'ai dit, moi, je suis allé même jusqu'à poser des questions à des responsables de la CEDEAO. J'ai dit, vous êtes là qui est pour valider justement des élections contestées. Sinon, nous souffrons au niveau des frontières. C'est terre à terre. Vous comprenez? Nous souffrons, vous voyez, Alpha Condé a fermé de manière unilatérale parce qu'il a évoqué des raisons de sécurité. Le Sénégal n'a jamais été une menace pour la Guinée. Jamais. Nous avons pratiqué le Sénégal, nous connaissons ce que je connais très bien ce pays. Le Sénégal n'a jamais été une menace pour la Guinée, ni la Guinée-Bissau, ni la Sierra Leone. Pourquoi? Le Mali qui a toutes sortes de problèmes, là-bas, il n'a pas fermé. Donc, il vise les opérateurs économiques. Il a détruit les biens des opérateurs économiques à Conakry, incendié des marchés, destruction de biens et tout ce que vous connaissez. Maintenant, il ferme les frontières aussi justement pour les barrer et pour gâter leurs biens. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord. Alors, oui, un dernier mot, parce que là, nous sommes pris par le temps. Nous sommes presque au terme de l'émission. Oui, en tout cas, le dernier mot peut-être, c'est d'insister davantage sur la relance de l'économie guinéenne. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis ces derniers temps... En tout cas, il le faut, le peuple guinéen a besoin justement de cette relance économique. Voilà, la gente, en tout cas, doit rapidement essayer de former un gouvernement, et surtout de transition, et essayer de capter quand même certains spécialistes qui devraient pouvoir les aider à sortir donc, de cette situation. Donc la relance. Rassurer aussi les partenaires et surtout renforcer la sécurité. Parce que vous ne pouvez pas parler de développement. Vous ne pouvez pas parler de développement, vous ne pouvez pas attirer les investisseurs sans pour autant les rassurer. C'est impossible. Parce que la sécurité prime surtout. Vous n'avez pas envie d'investir quelque part ou quelque temps après, vous voyez tout votre investissement donc s'envoler comme ça. Parce que voilà, il y a des gens qui brûlent les marchés. Autre là, je pense que ça ne va pas, surtout dans nos pays où ces opérateurs n'ont pas encore cette culture de l'assurance. Parce que tout ce que vous faites, vous devez payer une assurance. S'il y a un problème quelconque, l'assurance est censée donc prendre en charge ces choses-là, ce qui n'est pas le cas. Voilà, rassurer les gens, mettre en avant la sécurité. En tout cas, il faut une stabilité pour justement faire revenir le climat des affaires. Alors, un mot de la fin, vous terminez par quoi? Oui, moi, j'ai juste deux messages à lancer à l'endroit des nouvelles autorités en première position. Le général, le colonel Doumbouya, Mamadi Doumbouya, je le dirais de tout faire pour mettre la sécurité des biens et des personnes, que ce soit sans faille. Parce que nous le rassurons que nous allons le soutenir, nous allons travailler avec lui, pas l'accompagner, on va être avec lui, on va être avec son équipe pour le décollage économique de la Guinée. Et on va travailler avec lui, moi, en tant que même membre et coordinateur général de l'Action pour unir les Guinéens, pour travailler dans l'environnement justement pour éviter la division ethnique dans le pays. Parce que ça, c'est un problème réel en Guinée. Donc nous allons travailler avec son équipe très sérieusement pour ça et nous sommes disponibles. Je vais rentrer bientôt, je vais travailler avec l'équipe et Inch'Allah de façon sincère, le décollage économique de la Guinée, ça sera bientôt. Nous, ce que nous le demandons sérieusement, c'est la sécurité. Le reste, nous sommes capables de le faire. Deuxième message que je vais lancer, c'est à l'endroit de tous les citoyens guinéens qui se trouvent au Sénégal. Comme j'ai toujours lancé des messages, c'est d'aimer et de respecter les lois sénégalaises, aimer les Sénégalais. Parce que c'est un pays béni, ça. Vous pouvez faire ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne pouvez jamais sentir que vous êtes étranger au Sénégal. C'est extraordinaire. C'est la teranga sénégalaise. Non, je suis avec un véhicule numéro guinéen, mais on ne me demande même pas. Tant que tu ne gardes pas quelque chose, tu vas penser que même il n'y a personne. Donc, les Guinéens qui sont là travaillent dans la sincérité, les responsables guinéens et les investisseurs qui voudraient venir ici. Masha'Allah, j'ai eu des contacts, de très bons contacts au Sénégal. J'invite tous les investisseurs, qu'ils soient guinéens, africains ou internationaux, de venir investir au Sénégal, créer des unités de fabrique. Ensemble, on va se donner la main. L'intérêt, ce n'est pas la Guinée seulement. Si
je n'avais pas un peu de relation. Lorsque j'ai eu des problèmes, j'ai quitté la Guinée pour des raisons de sécurité. Je ne pouvais pas m'arrêter devant vous pour parler aujourd'hui. Mais heureusement,